Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui de traiter de la question du changement et plus précisément de répondre à la question pourquoi est-ce si difficile de changer. Mais avant de répondre à cette question qui sera notre troisième partie, dans un premier temps, je voudrais qu'on revienne à l'école de Palo Alto et à la patrie, j'ai envie de dire, de la théorie systémique et de vous parler des deux niveaux de changement de Gregory Bateson. Et puis, dans une deuxième partie, on fera un détour, cette fois-ci non pas par la Californie, mais par la Chine, et on parlera de la pensée chinoise. Alors, première partie, je vous parlais de Gregory Bateson. Alors, selon lui, il existe dans les systèmes humains deux types de changements. Le premier type de changement, celui que l'on appelle le changement de type 1 et qui s'apparente à ce qu'on appelle l'homéostasie, revient à dire qu'à l'intérieur d'un système, alors ça peut être une personne, un groupe, une entreprise, une machine, ce changement permet en fait au système de maintenir son équilibre. C'est ça qu'on appelle l'homéostasie. Et en fait, ce type de changement en fait correspond à des mesures correctrices d'adaptation. Donc en fonction par exemple de l'environnement du milieu, le système va en son sein mettre en place des mesures correctives pour lui permettre en fait de retrouver son équilibre. Alors c'est le cas par exemple du thermostat qui va s'auto-réguler pour pouvoir maintenir une température identique, et puis c'est le cas par exemple également lorsque l'on prend sa voiture et que l'on accélère, voilà, que l'on procède à une accélération. Si ce changement qui permet donc de rétablir l'équilibre ne suffit pas, il va y avoir ce qu'on pourrait appeler une crise, hein, c'est-à-dire le système va s'enrayer et donc il est à ce moment-là utile, nécessaire, peut-être même indispensable de passer à un deuxième type de changement qu'on va appeler pour le coup une évolution, et c'est ce que Gregory Bateson appelle le changement de type 2. Si l'on ne fait pas ce changement-là, donc je vous rappelle, il y a crise, hein, s'il y a crise et qu'on ne fait pas, qu'on ne passe pas par ce changement-là, le changement de type 2, le risque c'est que le système régresse, voire dans le pire des cas s'effondre. Alors qu'est-ce que le changement de type 2? C'est un changement qui va affecter et modifier le système en profondeur. Ce sont des bouleversements qui vont aboutir à une évolution, une transformation du système. Alors ça peut passer très concrètement, en particulier si on ramène, je dirais, le changement à une personne, hein, par exemple, puisque c'est quand même la thématique de notre vidéo, qui souhaite changer. Ça peut passer par ce qu'on appelle la technique du recadrage. Je vous proposerai probablement prochainement une vidéo là-dessus. Une réinterprétation de la réalité, un changement de vision du monde, ou ce qu'on pourrait aussi appeler une intervention paradoxale. Prenons l'exemple pour l'intervention paradoxale d'une maman qui est aux prises à ses enfants qui se bagarrent, qui se chamaillent l'un l'autre ou les uns les autres, et qui, alors qu'ils sont par exemple en train de bricoler ensemble avec tout un tas d'outils à leur portée, leur fait cette réflexion. Écoutez, si vous avez voilà, besoin de vous battre et besoin de rentrer en conflit les uns avec les autres, je sais pas, prenez les marteaux et les outils qui sont à votre disposition, comme ça au moins on en finira beaucoup plus vite. Vous voyez, c'est voilà, ce qu'on appelle ici une intervention paradoxale et qui en général voilà, crée une espèce de saisissement des personnes et qui les amène là à revisualiser ou à revisiter plutôt leur vision du monde, et les amène en général à un changement, et là en l'occurrence à un arrêt justement des chamailleries. C'est le cas également, puisque je parlais tout à l'heure dans le changement du type 1 de l'accélération quand on est en voiture, et bien un changement du type 2 dans une voiture, ce sera par exemple le changement de vitesse qui permettra de modifier le régime. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ces deux types de changements, avec le risque de crise donc qui nous invite à passer du changement du type 1 au changement du type 2. Alors revenons sur la question de la crise parce que ça me semble important. En chinois, l'idéogramme qui, vous savez sans doute, hein, bien sûr que en chinois, les mots ne sont pas des syllabes et des associations de sons, ce sont en fait des dessins qu'on appelle des idéogrammes. Alors en chinois, l'idéogramme qui signifie crise est en fait constitué de deux éléments qui sont indissociables et qui sont danger et opportunité.
comme pour nous dire que finalement une crise, et je dirais peut-être plus largement un changement, peut être vécu finalement de deux façons, hein, le verre à moitié vide qui serait le danger, le risque, et puis le verre à moitié plein qui serait l'opportunité. Donc c'est intéressant par rapport à notre questionnement qui est pourquoi est-ce si difficile de changer. Voilà, on voit que là déjà ça nous ouvre quelques perspectives. D'ailleurs, Nietzsche nous disait aussi, ça vous connaissez tous, mais j'ai plaisir à le rappeler, ce qui ne me détruit pas, ou ne nous détruit pas, nous rend plus forts. Donc là encore, on pourrait se dire que si on arrive à surmonter un changement, probablement on en tirera un certain nombre d'enseignements, on en ressortira probablement différent, mais aussi avec voilà, peut-être plus de puissance, plus de compétences, plus fort, hein, comme le disait Nietzsche. Alors dans le Yiking, hein, pour revenir à la pensée chinoise, qu'on pourrait traduire par classique des changements ou traité canonique des mutations, le Yiking, je vous le rappelle, qui est le livre fondateur hein, de la pensée chinoise, il est dit, c'est intéressant, à noter que le changement est l'essence même du monde. Le monde phénoménal, c'est-à-dire le monde des phénomènes hein, observables, est une succession de transformations engendré par la dynamique permanente entre le yin et le yang. Ces deux éléments, ces deux composantes symbolisent donc deux composantes inséparables, opposées et complémentaires dans l'unité de tout ce qui existe. Hein. Donc le yin et le yang sont deux composantes inséparables, opposées et complémentaires de l'unité de tout ce qui existe. À l'inverse, dans la pensée occidentale, le changement est souvent perçu et vécu comme une rupture avec un moment de bascule. Hein, c'est comme s'il y avait un avant, un après. Et très souvent d'ailleurs, le changement passe à un moment donné par une remise en question de l'existant, ce qui d'ailleurs, dans les entreprises par exemple, peut être extrêmement violent et brutal pour les personnes qui évidemment sont là depuis longtemps et puis qui ont le sentiment qu'on fait table rase du passé alors que le passé c'est aussi à la fois ce qui nous a construit et ce qui nous a amené au présent. Ça me fait aussi penser évidemment aux hommes politiques qui peuvent avoir tendance là aussi à réinventer la roue ou à proposer de nouvelles lois comme si rien n'avait existé avant et comme si quelque part on faisait là encore table rase du passé. Donc la pensée occidentale, hein, voilà, intéressant de noter voilà, que on le vit voilà, comme voilà, quelque chose qui est brutal avec un moment de bascule. Et en Europe, il existe une mythologie de la rupture. Hein. On pense notamment par exemple à Copernic ou à Galilée. La pensée chinoise, elle perçoit les choses, ou en tout cas elle les exprime ou elle les vit de façon très différente. Elle est non pas dans la rupture, mais dans la transition continue. Pour la pensée chinoise, le monde est un flux d'énergie qui se régule et qui se renouvelle. On ne coupe pas le cours des choses. Voilà. Hein, y a quelque chose de l'ordre d'une continuité. Ainsi, de même que le temps ne s'arrête jamais, le yin et le yang se transforment sans cesse, mutuellement et constamment l'un dans l'autre. Hein, c'est pour ça que on trouve, vous savez, dans l'espace du blanc, le petit rond noir et inversement, dans l'espace du noir, ce fameux petit rond blanc. Là, je parle du symbole du Yiking pour bien montrer que même lorsqu'on est dans le yin, le yang est déjà là en germe hein, et inversement. Donc de cette façon-là, on peut évidemment évoquer le fait que voilà, la nuit se transforme en jour, le repos suit l'activité et après l'expiration vient l'inspiration. Donc on est dans quelque chose qui est de l'ordre d'un cycle. Hein et on pourrait dire aussi d'ailleurs que les contraires, je dirais, sont là présents, je dirais presque simultanément, dans le sens où voilà, le jour existe parce que la nuit existe, le bon existe parce que le mal existe, etc. etc. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une vraie complémentarité. Alors, j'ai voilà, souhaité hein, vous parler à la fois de Batson et aussi de la pensée chinoise, peut-être aussi pour relativiser et dédramatiser cette question du changement, puisque c'est voilà, la question du jour, hein, pourquoi est-ce si difficile de changer, voilà, est-ce si difficile que ça? Oui, non, en tout cas on peut s'interroger, mais ça permet là voilà, de relativiser un petit peu peut-être les choses.
Néanmoins, hein, même si voilà, changer peut être effectivement quelque chose de lent, de continu et sans forcément de choses brutales et de remise en question du passé, pour autant, le changement peut être quand même difficile, hein, notamment si le changement nous est imposé, si le changement amène une remise en cause profonde, hein, et est un changement important, ou si le temps que l'on va consacrer à la mise en œuvre du changement est très court, hein, avec peut-être justement pas le temps nécessaire pour digérer les choses et faire en sorte de pouvoir accompagner ce changement à notre propre rythme. Alors pourquoi changer est-il si difficile? Alors j'ai relevé trois raisons majeures, il y en a probablement d'autres, mais en tout cas, voici les trois auxquelles j'ai pensé que je souhaite partager avec vous. La première raison, c'est que notre comportement est largement déterminé par notre milieu social et culturel. C'est ce milieu social et culturel qui nous a construits, qui nous a structurés, ce qui d'ailleurs nous permet d'avoir une certaine stabilité et régularité dans notre comportement. D'où la difficulté, hein, on pourrait même dire que quelque part spontanément, on est dans une sorte de recherche d'équilibre, mais au sens occidental du terme, au sens de l'homéostasie, hein, d'où la difficulté parfois de changer un peu l'ordre des choses et de passer justement du fameux changement de type 1 au changement de type 2. Deuxième raison pour laquelle je pense qu'il est difficile de changer, c'est que changer, c'est sortir de sa zone de confort. C'est d'une certaine façon quitter ce que l'on connaît, quitter nos habitudes, c'est donc renoncer, hein, donc faire des choix et éventuellement perdre peut-être certaines choses qui pouvaient être agréables jusque-là, perdre ses repères, hein. Donc ça peut être source à la fois d'une certaine anxiété, parce que perdre ses repères, c'est éventuellement rentrer dans une forme de chaos, donc une forme de confusion, avec l'anxiété de ne pas savoir voilà, ce qui nous attend, une espèce de peu trou noir quelque part qui peut nous aspirer. Et il y a quelque chose en tout cas là, dans l'idée de quitter quelque chose, probablement une expérience qui pourrait s'apparenter à une forme de deuil, hein, c'est-à-dire voilà, accepter de renoncer à certaines choses, renoncer à certaines habitudes, hein, qui peuvent être difficiles, hein, et c'est tout à fait normal et humain. Troisième raison, c'est que changer, donc on a vu que changer c'est peut-être quitter quelque chose, donc c'est couper quelque part ou se séparer de quelque chose qui est de l'ordre du présent, voire du passé. Mais changer, c'est aussi une sorte de bond dans le futur, dans l'avenir. Donc c'est prendre des risques, hein, puisque l'avenir on ne le connaît pas, il reste à dessiner. C'est donc se projeter dans l'inconnu. Et on sait à quel point se projeter dans l'inconnu, aller vers l'inconnu, peut faire peur et peut être extrêmement inquiétant. On dit, d'ailleurs le dicton nous dit, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on va trouver, ce qui d'ailleurs peut justifier parfois le fait que on va rester là où on est, même si objectivement le plaisir n'est pas forcément au rendez-vous. Donc en tout cas, investir dans quelque chose de nouveau peut être difficile. Il peut y avoir aussi la peur de se tromper. D'ailleurs, sur cette question-là, je vous invite à regarder ma vidéo numéro 9 qui traite de l'erreur. Il est question aussi, quand on se projette dans l'inconnu, de gérer l'incertitude, puisqu'on ne sait pas à quoi s'attendre, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Il est question évidemment de lâcher prise. Hein, et puis c'est accepter, je parlais de chaos, mais c'est aussi quelque chose de l'ordre d'une déstabilisation, hein, puisque on était dans une forme d'équilibre, hein, que l'on va à un moment donné à travers ce changement déséquilibrer, hein, il va y avoir un déséquilibre qui va s'opérer, équilibre qui d'ailleurs, si ce changement est un changement
personnel ou dans nos comportements peut créer là aussi une espèce d'onde et qui va avoir une incidence par exemple dans mes relations avec mon entourage. Hein, ça peut être le cas par exemple si j'étais quelqu'un de très serviable, voire trop serviable, et puis petit à petit, grâce à un travail personnel, j'apprends à dire non. Pas sûr que l'entourage soit dans un premier temps ravi de ce changement chez vous. Hein. Donc évidemment, cette projection personnelle dans le futur et vers demain peut générer en termes d'émotions de la peur et puis peut générer aussi de la colère. Alors, colère de l'entourage parce que vous déstabilisez aussi quelque part leur équilibre, et puis colère contre soi parce que, comme je l'ai dit, changer et apprendre peut-être des choses différentes et aller vers l'incertitude peut nous amener parfois à faire des erreurs, à trébucher, à se tromper, à hésiter. Et donc on peut ne pas être très content de ne pas y arriver aussi vite et aussi bien qu'on l'aurait peut-être souhaité. Alors, une des pistes peut-être pour faciliter cette transition, hein, entre un état présent et puis un état désiré, je pense que c'est la confiance. La confiance en soi, bien sûr, hein, faire confiance dans nos ressources et nos capacités à rebondir, et puis plus largement peut-être, on pourrait appeler ça la confiance dans la vie, dans le fait que si ce changement, ou en tout cas cette nécessité de changement arrive maintenant, c'est que probablement c'est le bon moment et que probablement on a les ressources pour y faire face, même si ces ressources ne sont pas forcément totalement visibles au moment où les choses émergent. Ce qui me semble important, c'est de ne pas lutter contre, hein, voilà, de faire confiance et on pourrait dire un peu suivre le courant, hein, comme si on était dans un torrent et qu'on suit en fait le courant